Voilà, j'ai choisi pour ma seconde simulation un Boeing 747-400 qui se rapproche le plus du gros porteur avec lequel il y a eu un crash dans le vol Rio-Paris. Voilà, les dernières informations que nous avions étaient que l'avion s'était probablement écrasé dans une vrille à plat, en tout cas dans un décrochage. Dans une vrille à plat comme ceci, par exemple, eh bien, il est impossible, si on ne s'y prend pas à temps, donc volant à 30 000 pieds ou 10 000 mètres, de se rattraper. Parce que, comme vous pouvez le constater, celle-ci recule. Donc, elle ne vole plus. Celle-ci vole trop. Elle est donc, ils sont en porte-à-faux. Et de plus, aucune des ailes n'a la vitesse suffisante pour faire voler l'avion. Donc, l'avion s'écrase à plat, en tournoyant. Dans un petit avion, eh bien, automatiquement, il pique et il tombe en vrille. Ici, à cause de l'inertie, la vrille peut se faire à plat, mais comme c'est la nuit noire, que les instruments ne fonctionnent plus, qu'il n'y a plus l'horizon réel, les pilotes ne savent plus où ils se trouvent, donc ils ne peuvent pas savoir qu'il faut d'abord arrêter la vrille en donnant du palonnier vers la gauche pour arrêter la vrille, et ensuite piquer à mort pour reprendre de la vitesse, mettre plein gaz, le throttle à fond, pour que l'on puisse se sortir de ce mauvais pas, récupérer de la vitesse, récupérer de la portance et redonner de l'importance et du vol à l'avion qui devrait alors faire une courbe comme ça. Si sa courbe se trouve tout près du sol, ben, il pique droit dans la mer. Dans le cas où rien de tout ça n'a été fait, où on a fait des tentatives séparées, ou qu'on a tiré trop vite sur le stick, à ce moment-là, l'avion tombe encore plus en vrille et relève le nez. Les tubes pitot sont à l'avant de l'appareil. Ils sont en cause parce que ils volaient dans une zone orageuse. Dans cette zone orageuse, il y avait de l'eau en suspension en état de sublimation. Cette sublimation, c'est des gouttes d'eau qui sont en dessous de zéro, mais au moindre choc de la carlingue, enfin du nez de l'avion, des ailes, des tubes pitot, ces gouttes d'eau qui sont en dessous de zéro, qui sont liquides, tombent immédiatement en surglaciation, c'est-à-dire qu'ils tombent en effet glace, et ils deviennent de la glace. Et donc ça givre partout, les ailes sont prévues pour dégivrer. Les tubes pitot, en fait, n'étaient probablement pas réchauffés comme il fallait, ou alors le gel était trop fort. En tout cas, voici une petite démonstration qui suit. Voilà, je vais refaire une simulation avec un gros porteur pour simuler le crash du vol Rio-Paris. Mais avant tout, vous avez entendu parler des tubes pitot qui fonctionnent sur le principe du tube de Venturi. Le tube de Venturi est une sorte de cylindre, comme vous voyez ici, mais l'intérieur n'est pas uniquement creux, il est en quelque sorte rétréci vers le centre, puis réouvert. À ce rétrécissement peut avoir une prise de contrôle qui va aux instruments, soit l'airspeed, la vitesse, ou l'altimètre, l'altitude. D'autres prises peuvent être faites ici, par exemple, pour d'autres mesures. Mais il y a un problème quand le réchauffement, vous voyez ici, des résistances, enfin que j'ai simulé ici avec des zigzags, des spirales, et si ces résistances en haute altitude ne fonctionnent pas bien, l'air qui entre plus ou moins humide peut se congeler ici. Et donc,
arriver à rétrécir le tube Venturi ou le tube de Pitot et faire en sorte que toutes les mesures soient fausses, défaussées en quelque sorte, et ne donnent plus les justes mesures dans l'airspeed, dans l'altimètre. Ainsi, l'horizon artificiel ne correspond plus avec l'airspeed et l'altimètre. Qu'est-ce que je peux encore dire? Oui, c'est le givre qui peut être un problème pour détraquer les instruments et conduire les pilotes à l'erreur. L'avion est contrôlé par les pilotes, mais vous voyez, ils essayent en quelque sorte de revenir à la normale, mais ils tombent. De 33 000 pieds. Voilà. On recommence. On recommence. Vous voyez, ici en dessous, il y a un porte-avions qui passe. Et nous sommes à 50 secondes du crash. Nous sommes environ à je ne sais combien de mètres d'altitude. Attendez, on va voir. Vous voyez ici, il est à 8000 mètres d'altitude, 8000 pieds d'altitude. Attention. 9000 pieds. Voilà, décrochage. Et on va remettre du moteur ici. Voilà. Et ça ne suffit pas. L'avion va s'écraser à plat dans l'océan. Voilà, crash du vol Rio-Paris. Et maintenant, je vais vous montrer la courbe effrayante que cet avion a suivi de 8000 pieds ou de 10 000 pieds jusqu'à ce qu'il s'écrase en quelques 30 ou 40 secondes. La courbe que vous allez voir est accélérée 8 fois plus vite que la normale. Et nous sommes à 9000 pieds à la place de 33 000. L'avion apparaît. Premier décrochage. Il reprend l'attitude, mais les instruments de bord ne donnent pas les bons chiffres, donc il s'écrase en décrochage à plat dans l'eau. Voilà. De 33 000, ils ont pu mettre 4 minutes à s'écraser à 150 km/h. La queue a dû se casser en touchant.